Bonsoir Aram et bonsoir à tous et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mardi, pourquoi nos marchés brûlent si souvent? Un incendie d'une intensité foudroyante a consumé des pans entiers du marché Ocas de Touba la nuit dernière. Les dégâts matériels sont évalués à plusieurs millions de francs CFA. Le drame survient après l'incendie du marché Paklambaye en octobre et celui du marché central de Kaolack en août dernier. Quelle protection pour les commerçants en cas de sinistre? Les détails dans cette édition. Le spectre des bourses d'études risque de perturber une fois de plus l'année à l'université Hassan Sek de Ziguinchor. Des étudiants réclament 6 mois d'arriérés de bourse. Les impayés concernent les étudiants en licence 3 et master 2. Bientôt la promulgation de la loi sur l'accès à l'information. L'annonce est du secrétaire d'État chargé de la promotion des droits humains et de la bonne gouvernance. Avec cette loi, les citoyens pourront demander aux services de l'État toute information souhaitée. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, le développement. C'est une bien triste journée qu'ont vécu les sinistrés du marché Ocas de Touba. La nuit dernière, de voraces flammes ont consumé des pans entiers du marché. Les dégâts matériels s'évaluent à plusieurs millions de francs CFA. Les sapeurs-pompiers ont fait face à beaucoup de contraintes avant de circonscrire le feu. Jusqu'à ce midi, d'ailleurs, la situation n'était pas totalement maîtrisée. Devant ce spectacle cauchemardesque, les commerçants étaient stupéfaits. Arrêtons justement sur ces incendies à répétition dans les marchés du Sénégal. À Sandaga, on a plusieurs fois fait les frais. Début octobre, je vous le disais, un incendie avait littéralement ravagé le marché de Paklambaye. Dans la nuit du 15 août dernier, également, des centaines de cantines du marché central de Kaolack avaient été réduites en cendres. Comment éviter ces drames et quelle protection pour ces commerçants sinistrés? Voyons tout cela avec Pape Faraning et Tierno Laurent Mendy. L'image devient récurrente. Il ne se passe pas un mois sans voir un incendie dans les marchés. Un phénomène qui inquiète les commerçants. Ils estiment que les responsabilités sont partagées. Le plus souvent, c'est les branchements anarchiques. Le plus souvent, c'est ça. Ce qui fait que après l'incendie des marchés, les citoyens qui sont au marché, ceux qui travaillent au marché, perdent leurs argent, perdent tous leurs biens. Et ils n'ont même pas d'assurance pour retourner refaire le travail. Des millions d'économies partent en fumée dans ces incendies. La souscription à une assurance, une solution pour combler le manque à gagner. Et l'État qui devait rendre obligatoire l'assurance incendie au niveau des marchés. Comme il est devenu obligatoire l'assurance accident véhicule. Donc, c'est l'État avec les moyens du bord, avec ses moyens, qui devait donc choisir parmi ces tâches régaliennes le fait de rendre obligatoire l'assurance incendie marché ou bien l'assurance incendie boutique. En tout cas, l'assurance incendie lieu de travail, comme on peut l'appeler. Il faut nécessairement avoir une assurance, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Seuls les plus nantis peuvent souscrire à une assurance. L'anarchie qui règne dans nos marchés est aussi pointée du doigt. Et pour endiguer ce phénomène, il faut forcément que l'État aide ceux qui sont au marché pour faire des branchements. À chaque cantine doit avoir son branchement personnel. Il faut revoir l'organisation des marchés et nous proposons la privatisation de la gestion des marchés. Parce qu'un marché privatisé
La gestion, si la gestion est pulvérisée, il y a un responsable. Ce responsable est responsable de tout ce qui va se passer. Sinon, aujourd'hui, dans n'importe quel marché, il y a plusieurs responsabilités. On dit l'État d'un côté, la direction de la protection civile, la Sénélec, la mairie, les commerçants, les gardiens. Tout le monde est responsable. Le violent incendie qui a ravagé une partie du marché Ocas de Touba remet au goût du jour la nécessité de moderniser ces lieux de commerce qui continuent de brûler au grand désarroi des commerçants. Merci Pape Farah. Et puis reparlons de la pénurie d'eau à Dakar. Les maraîchers de la zone des Niayes crient leur ras-le-bol. Selon eux, les coupures d'eau menacent la pérennité de leur emploi. Ganandoy est leur porte-parole avec notre équipe à Rufisque. Nous avons beaucoup de volonté pour participer à l'effort de développement pour la relance économique de ce pays. Nous avons eu beaucoup de pertes. Nous avons perdu entre la campagne 2018-2019 et 2019-2020 plus de 700 millions. Pourquoi? Parce que la Sen'Eau a coupé l'eau depuis lundi. Si vous allez dans les périmètres là, vous allez voir tous nos cultures sont là à plat. Donc nous allons certainement perdre encore de l'eau. Alors que nous sommes dans un état où le président de la République veut que l'agriculture se développe. Avec la Sen'Eau, nous avions beaucoup d'espoir. Mais nous avons actuellement une déception. Parce qu'on dirait que la Sen'Eau ne mesure pas l'importance de l'agriculture dans le développement de notre pays. En tout cas, nous voulons que le ministre de l'Hydraulique s'investisse davantage sur nos problèmes. En faisant quoi? Nous voulons qu'il nous reçoive pour que nous soyons là avec ces institutions que sont la SONES, la Sen'Eau et nous, associations de maraîchers, pour que nous puissions discuter pour que ce qui est arrivé ne se reproduise plus. Et toujours à ce propos, le concert de dénonciation continue. La coupure d'eau à Dakar est un supplice pour les populations, dénonce la présidente des usagers de l'eau, de l'électricité, des télécommunications et services. Anne-Marie Sow était l'invitée de la matinale de TFM. Avec les ODD, tout le monde doit avoir l'accès à l'eau. Et au niveau de la Sen'Eau, c'est aussi leur slogan. Ils disent que 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, ils donnent l'accès à l'eau. Alors qu'on s'est rendu compte en réalité qu'une frange importante de la population n'a pas accès à ce bien. Donc nous continuons à nous battre. Il faut qu'on se batte. Nous sommes en train de sortir des communiqués, de mener des actes et par rapport et puis d'encourager aussi toute solution pour que vraiment ce problème soit résolu de façon définitive. Parce que c'est un problème. C'est un problème. Actuellement, les élèves ont repris les cours. Même ceux qui pouvaient aider les parents dans les maisons pour aller essayer de puiser un peu, d'aller vers la citerne et tout, ils ne sont plus disponibles. Donc voilà, même dans les établissements, il y en a qui n'ont pas l'eau. Alors que ça, c'est un problème. Mais à chaque fois qu'on nous dit que d'ici 2 jours, ça va être réglé, c'est la dernière fois et tout, après ils ressortent encore un communiqué pour nous dire qu'il reste encore des choses à raccorder. Si bien que les populations vivent un calvaire. Nous, au niveau de notre association, l'ADETELS est en train de se battre. On a toujours demandé même à mettre une régulation pour l'eau. Comme ça, l'eau sera régulée et puis les associations doivent faire partie vraiment des décideurs par rapport à tout cela. Où le spectre des bourses d'études risque de perturber une fois de plus l'année à l'université Hassan Sek de Ziguinchor. Les étudiants sont restés 6 mois sans percevoir la bourse d'études, ce qui serait une conséquence du prolongement de l'année à cause de la pandémie actuelle. Les étudiants en licence 3 et master 2 sont particulièrement concernés. Boubacar Diassi et Lamine Mandiang. 1 mois après la reprise officielle des enseignements à l'université Hassan Sek de Ziguinchor, les étudiants reviennent sur leurs principales difficultés, notamment au plan social. C'est la question des bourses qui nous empêche vraiment ces temps-ci de dormir. On va prolonger l'année. 6 mois sans bourse pour les étudiants en fin de cycle, ça sera un peu difficile. Donc la coordination est en train vraiment de discuter, de négocier avec nos autorités internes d'abord pour trouver des solutions. Et nous espérons vraiment trouver des solutions avant de passer à d'autres choses. Toutefois, des changements sont constatés au niveau du campus social de l'université Hassan Sek de Ziguinchor avec l'inauguration de 2 pavillons, l'un réservé aux filles, l'autre aux garçons. En plus de l'extension du restaurant universitaire. L'idée est partie du constat que la capacité
d'accueil au niveau du CROUS est très faible. Il est, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, 6%. Ça veut dire que vous rapportez les 482 lits que nous avons présentement au nombre d'étudiants qui est de 7250. Je parle tout le contrôle du monsieur le recteur. Vous voyez que le taux il est de 6%. Et il fallait donc agir, et agir très vite. Notamment donc, avec l'accompagnement du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Cheikh Oumar Anne, qui a mis à la disposition des étudiants 50 millions. Selon les autorités rectorales, l'objectif est de mettre les étudiants dans les meilleures conditions de travail. Nos doléances, en ce qui nous concerne, c'est l'achèvement de nos travaux, des chantiers, des ouvrages que nous avons au niveau de l'enseignement, au niveau de l'université Assane Seck. Au niveau social, c'est accompagner la direction du CROUS pour que, ici à Ziguinchor, nous ayons des conditions de travail qui permettent l'épanouissement des étudiants. Et leur réussite, ça me paraît extrêmement important. Leur réussite, c'est véritablement notre credo et notre travail au quotidien vise à cela. Les étudiants déclarent aussi que la fin tardive des enseignements coïncide avec l'arrêt des bus de transport en commun à Ziguinchor et que cela constitue une autre préoccupation. Merci Boubacar. L'entrepreneuriat alternatif au chômage et à l'immigration irrégulière, c'est là le thème de la foire de l'entrepreneuriat organisée ce mardi. Vous le savez, cet événement est organisé dans le cadre de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Selon l'initiatrice de la foire, l'entrepreneuriat peut permettre à la jeunesse sénégalaise de s'en sortir. Fatoumata Niang est interrogée par Fat Bintou Conté et Yaya Diallo. Nous pensons que c'est une alternative, en tout cas au chômage. Nous pensons et nous le confirmons que c'est une alternative à l'émigration irrégulière de ces jeunes. Il faut savoir donner des opportunités aux jeunes. Il faut savoir leur montrer le schéma des dispositifs en place et les informer dessus. Raison pour laquelle nous avons encore une fois, je le répète, choisi un modèle inclusif où toutes les parties prenantes, en tout cas en termes d'accompagnement, d'orientation et de financement étaient présents pour pouvoir dévoiler leur catalogue, soit de formation, leurs possibilités en tout cas d'accompagnement, que ce soit par un financement, que ce soit par une incubation technique. En tout cas, tout le schéma est complet. Nous l'avons fait donc pour tout le Sénégal. Dakar aujourd'hui, hier c'était Kaolack, c'était Saint-Louis. Nos entrepreneurs doivent être ceux qui portent le Sénégal en avant, qui contribuent à son développement et nous savons que chaque État n'est riche que de sa jeunesse. La protection sociale est l'affaire de tous, mais la chaîne souffre aussi de beaucoup de faiblesses. C'est fort de ce constat que Sicodev Afrique a initié des échanges entre différents acteurs et intervenants. Objectif, renforcer les capacités de la société civile en la matière pour une meilleure coordination des politiques en matière de protection sociale. Suivons là-dessus Amadou Kanouté, directeur exécutif de Sicodev, au micro de Dissa Prera et Abdoulaye Diallo. La protection sociale est aujourd'hui reconnue comme le socle, le levier de tout développement social. Vous ne pouvez pas avoir un développement social, économique qui soit durable si vous n'avez pas des gens qui vivent bien, qui sont bien nourris, qui sont bien soignés, qui sont sains. Des gens qui sont éduqués. Et donc aujourd'hui, c'est un consensus au niveau mondial que tout développement économique et social qui laisse des gens au bord de la route n'est pas durable. La protection sociale est la mission de l'État. Et c'est ce que la déléguée vient de confirmer. Et ce gouvernement a depuis 2012 mis en place une politique et des mécanismes pour propulser la protection sociale dans ce pays. Mais on le sait, la protection sociale a un coût. La protection sociale peut paraître chère. Mais aujourd'hui, tout le monde reconnaît que c'est un investissement qu'il faut faire. Puisqu'il faut le faire, il faut qu'on se donne les moyens de le faire. Et les moyens de le faire, le premier moyen qui nous vient à l'esprit, c'est évidemment de dire que autant c'est la mission de l'État, autant c'est l'apanage de tout le monde.
Et puis l'Agence de la couverture maladie universelle a épongé toutes ses dettes de 2019 selon le directeur général de la CMU. Bokar Mamadou Daf estime que cela est rendu possible grâce au fonds d'appui de 15 milliards octroyé par l'État du Sénégal. Bokar Mamadou Daf avec notre équipe Hambourg. Cette année, dans le cadre du fonds Force Covid-19, son Excellence le Président de la République a mis à la disposition de l'agence 15 milliards, ce qui nous a permis de traiter et de payer toutes les factures des structures de santé, notamment les structures hospitalières, jusqu'au 31 décembre 2019. Et c'est là, donc avec ces parties prenantes qui sont ici d'ailleurs, nous avons eu à faire 3 semaines de travail pour stabiliser ces factures-là et les payer intégralement. Après cela, il y a eu une convention que ces structures hospitalières ont signée avec nous, qui sont des conventions d'appurement de la dette. Maintenant, le défi pour nous, c'est de faire en sorte que cette dette ne se reconstitue pas. Et c'est justement avec ces mécanismes-là qu'on peut arriver à verrouiller cela. Pendant ce temps, les malades continuent à venir se soigner. Et justement, les factures-là venant de manière manuelle, ça progresse. Il peut y avoir du retard dans l'arrivée de ces factures-là. Donc, la dette est en train de se reconstituer. Pour nous, ce système-là que nous sommes en train d'utiliser permet au quotidien, à l'instant T, de savoir qu'est-ce que nous devons aux structures. L'autre grand titre de cette édition, le Sénégal va bientôt promulguer la loi sur l'accès à l'information. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire d'État, Mamadou Salif Sow, lors de l'atelier de partage sur le processus d'adoption de cette loi. Désormais, les citoyens pourront demander au service de l'État toute information souhaitée. Compte rendu, Mamadou Fall et Amadou Ba. Le droit du citoyen d'avoir un accès à l'information contenue dans les documents administratifs et relative à la gestion des affaires publiques est un droit fondamental. Le Sénégal opte aujourd'hui à la finalisation de cette loi. Vous savez, le Sénégal fait partie, sinon a adhéré en 2018, au partenariat pour un gouvernement ouvert. Et pour ce partenariat, il y avait 4 critères fondamentaux. Le premier critère, c'était la transparence budgétaire. Le Sénégal a eu 4 sur 4. Le deuxième critère, c'était la participation citoyenne. Le Sénégal a eu 4 sur 4. Le troisième critère, c'était la déclaration de patrimoine. Le Sénégal a eu 4 sur 4. Et le quatrième critère, qui est le critère de l'accès à l'information, où le Sénégal a eu 2 sur 4. Pourquoi? Parce que tout simplement, la loi était dans le circuit administratif, mais n'a pas été adoptée, encore moins votée. Pays de bonne gouvernance, le Sénégal va impulser toutes les procédures pour en faire promulguer la loi sur l'accès à l'information. Il y a une première phase aujourd'hui, c'est-à-dire nous partageons le projet, les enjeux avec les administrations, comme je vous ai dit tout à l'heure, les administrations publiques et privées ayant une mission de service public. Il y aura un deuxième atelier qui sera dédié aux organisations de la société civile. Il y aura des observations, des recommandations, et à partir de là, le projet sera transmis au niveau du secrétariat général du gouvernement, et le secrétariat général du gouvernement transmettra le texte en Conseil des ministres pour adoption, et nous allons nous occuper de la partie législative en s'adressant aux députés, aux honorables députés. La conformité de la législation sénégalaise aux conventions internationales, la légalité des citoyens devant la loi, le renforcement de la transparence dans la gestion des affaires publiques sont des enjeux liés à l'adoption de cette loi. Une loi qui permettra à tout citoyen de saisir les services de l'État pour une quelconque information. Merci Mamadou. Exporter l'arachide à partir du port de Kaolack, c'est le défi auquel s'est lancé le Conseil sénégalais des chargeurs. Dans le cadre de la campagne de commercialisation de l'arachide, le COSEC travaille pour faire du port de Kaolack en point de départ vers l'étranger. Toutes les dispositions idoines seront prises avec les exportateurs, mais aussi avec la Chambre de commerce de Kaolack. Voyons tout cela avec Ibrahim Diamé et Faligaï. Il est bien possible durant cette campagne de commercialisation arachidière que des bateaux embarquent à partir du port de Kaolack pour exporter des graines d'arachide vers l'étranger. Le Conseil sénégalais des chercheurs, en collaboration avec la Chambre de commerce, entre autres acteurs, est en train d'y travailler. Et nous sommes en train de réfléchir, c'est des réflexions très avancées, avec COPEGA, avec la Chambre de commerce de Kaolack, mais également avec Kosama, qui est notre transporteur maritime, pour trouver une solution, n'est-ce pas, logistique, à l'instar de ce qui a été fait à Ziguinchor. Parce que nous estimons que le port de Kaolack, conformément aux orientations, n'est-ce pas, définies par le chef de l'État, notamment dans le cadre de la nouvelle politique portuaire nationale, que le port de Kaolack doit jouer son rôle.
son rôle parce que le port de Kaolack, c'est le port du bassin arachidier. Toutefois, il reste des choses à améliorer, notamment sur le plan logistique et technique pour mettre le port de Kaolack sur les rails de l'Atlantique. Mais nous y sommes. Déjà, la checklist, elle est prête. On est en train de voir jusqu'à la mise à niveau des dockers. Parce que manipuler un conteneur, c'est différent de la manipulation, n'est-ce pas, de marchandises diverses, n'est-ce pas. Mais quand même, nous sommes très avancés dans la réflexion. Voilà, il y a quelques conditions techniques à lever. Et une fois que ces conditions seront levées, le go-on sera donné et Inch'Allah, on pourrait y arriver. En termes d'exportation de graines d'arachide, en tout cas, le collectif des producteurs et exportateurs de graines d'arachide prévoit de dépasser cette année les 400 000 tonnes qui correspondent au tonnage exporté lors de la précédente campagne. Et puis le reportage du 20h nous mène à Ndorong Wolof à Foundiougne dans le Siné Saloum. Là-bas, les cultivateurs ont beaucoup de contraintes liées à la salinisation des sols. La zone est fortement concernée. Plusieurs hectares ont d'ailleurs été abandonnés depuis une décennie. Afin de récupérer ces terres et de reprendre l'activité, une technique agricole dénommée microdose a été expérimentée dans certaines parties. C'est un projet initié dans le cadre du programme Dundal Souf de l'USAID. On voit tout cela avec Aminata Goudjabi et Abdoukarim Bey. Ces nombreux hectares de terre du village de Ndorong Wolof ont été abandonnés par leurs propriétaires. Elles sont gagnées par la salinisation et impossible d'y cultiver quoi que ce soit depuis 10 ans. Nous avons dû abandonner toutes les terres que nous cultivions à cause de la salinisation. Nous sommes vraiment à bout. Toute aide est la bienvenue. Nous cultivions jusqu'à 1 hectare par le passé, mais de nos jours, on ne peut même plus produire un sac de graines à cause du sel. Le réseau des organisations paysannes et pastorales RESOP, à travers la coopérative rurale pour le développement inclusif de l'arrondissement de Djilor, a expérimenté cette année sur une partie de ce village une technique agricole dénommée microdose. Et cela a permis d'améliorer les rendements. La microdose consiste à placer l'engrais au fond, c'est-à-dire PPE, placement de l'engrais à fond. Maintenant, le producteur adopte cette technologie parce que financièrement, il gagne. Et au niveau rendement, pareillement, on a constaté que les rendements sont vraiment bons. Les producteurs, au lieu d'utiliser 150 kg à l'hectare, on utilise 50 kg à l'hectare. Maintenant, le producteur va gagner financièrement. Les rendements aussi seront augmenté par exemple de 50 voire à... Et c'est un projet dénommé Dundal Souf financé par l'USAID qui a permis de pratiquer cette technique agricole. Elle multiplie non seulement les rendements agricoles mais fertilise les sols qui sont pour la plupart pauvres dans cet arrondissement de Djilor. C'est un projet piloté par le RESOP, des organisations paysannes et pastorales du Sénégal. Le RESOP a des coopératives qui se trouvent au niveau des régions du Sénégal. Donc nous, on est une fêtière du RESOP. Donc le projet c'est 5 ans, FDC c'est 5 ans. Ce projet c'est juste pour inciter les producteurs, minimiser les pertes. Pour cette année, seuls 60 producteurs ont été accompagnés dans le cadre de ce projet, mais l'objectif final est de toucher près de 3000 agriculteurs établis un peu partout dans le département de Foundiougne. Merci Aminata. Et puis un mot de culture dans cette édition à la rencontre d'un artiste peintre à Sédhiou. L'homme collecte des déchets plastiques pour en faire des œuvres d'art. Il est professeur au lycée de Tanaf et à travers son art, il lutte ainsi contre la dégradation de la nature. Reportage fascinant de Bakary Conté et Kalidiame. Professeur d'SVT maths au lycée de Tanaf, Pape Moussa Ndiaye s'active dans le recyclage des déchets plastiques, une manière de lutter contre la dégradation de l'environnement. Vous voyez bien des tableaux qu'on a fait, des tableaux d'art, qu'on a fait avec quoi? Avec les déchets que les gens avaient l'habitude de jeter dans la rue, comme les coques d'arachide, comme on le dit en wolof, khokhmad aussi, pain de singe aussi, tout ça. Les gens rejettent ça au niveau de la nature. Donc, toujours pour veiller la propriété et l'ordre de l'environnement, nous nous sommes engagés pour cette lutte-là, la lutte contre la dégradation de l'environnement. Les déchets solides sont transformés en salons, en armoires, entre autres. Concernant aussi les déchets lourds, comme les pneus, nous avons une idée à développer, c'est-à-dire transformer ces pneus-là
jusqu'à ce qu'avoir un salon ou bien un pouf de salon. Vous voyez bien des coffres forts, des tiroirs, tout ça au niveau du salon, ça permet aussi d'avoir un bon confort au niveau des maisons. Le jeune professeur artiste activiste compte former des jeunes pour lutter contre le chômage. Notre cible majeure, c'est les enfants de la rue, les enfants de la rue et les jeunes aussi qui sont dans les daras en train d'apprendre le Coran, les talibés. Après avoir terminé leur apprentissage, ils vont dépasser l'âge d'apprendre le métier. Donc nous voudrions initier ces gens-là et aussi les enfants qui sont dans les prisons, qui ont des longues peines. Pape Moussa Ndiaye demande l'aide des autorités compétentes pour mettre en place son entreprise afin de former les jeunes chômeurs, les enfants de la rue et les enfants talibés. Merci Bakary et chapeau l'artiste. Parlons maintenant de la manœuvre militaire Falémé 2020. La manœuvre nationale annuelle se déroulera dans la période du 20 au 28 novembre 2020 dans la région de Tambacounda. C'est une initiative militaire qui vise à renforcer les capacités des unités participantes dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Ces manœuvres visent aussi la facilitation de l'intégration des forces de défense et de sécurité dans le cadre de la planification d'opérations asymétriques. La DIRPA a fait face à la presse. Voyons tout cela avec Ibou Diouf et Thierno Laurent Mendy. Ces manœuvres nationales visent à tester et à évaluer les exercices militaires de toutes les unités de l'armée nationale. Cette année, les manœuvres nationales Falémé 2020 pour mieux faire face au terrorisme. Alors, c'est un exercice interarmée à dominante terrestre. 3 armées, armée de terre, armée de l'air et la marine nationale vont être engagées à capaciter nos unités à faire face à ce genre de menaces. Et même mieux, nous avons spécialisé certaines unités à réagir en cas d'attaque terroriste. C'est l'occasion pour nous de tester leur valeur opérationnelle. Cette activité est à la fois un renforcement de capacité pour mieux maîtriser les fléaux du moment et favoriser l'intégration des forces de défense et de sécurité. C'est que ça nous permet aussi d'évaluer nos PC. Comprenez par PC, poste de commandement, c'est-à-dire les états-majors. Que ce soit l'état-major interarmé qui a planifié, qui va conduire et soutenir les opérations et qui comporte en son sein toutes les forces de défense et de sécurité, les représentants de tous les organes de renseignement qui existent au Sénégal, sur un plan un peu plus géostratégique. Cette mission, cet exercice va nous permettre de tester, n'est-ce pas, notre armée à s'engager, n'est-ce pas, dans une zone avec nos propres moyens, n'est-ce pas, pour remplir une mission de type asymétrique. La zone militaire numéro 4 dans la région de Tambacounda a été choisie. Cette manœuvre nationale se déroulera du 20 au 28 novembre. Elle sera conduite par le chef d'état-major de l'armée de terre. Merci Ebou. Et puis, fenêtre sur le monde dans l'actualité internationale, les obsèques d'Amadou Toumani Touré ce mardi à Bamako. L'ancien chef d'État malien l'a décédé la semaine dernière en Turquie. Et puis des milliers d'habitants en fuite qui risquent d'être privés de leur droit de vote pour la présidentielle et les législatives de dimanche prochain au Burkina Faso. Et puis le démantèlement d'un camp de migrants très tôt ce matin à Saint-Denis en France, plus de 2000 personnes. Daniel Diouf. Obsèque nationale pour Amadou Toumani Touré ce mardi. L'ancien chef de l'État malien mort la semaine dernière en Turquie où il venait d'arriver pour être soigné. Les obsèques se sont déroulées au centre de la place d'armes du génie militaire de Bamako. Une cérémonie sobre, le président de transition Bandaou était présent, tout comme Alpha Oumar Konaré, l'ancien président du Mali, Ali Koulibaly, le ministre des Affaires étrangères ivoirien, et le premier ministre du Congo également présent. L'inhumation devait avoir lieu dans la journée dans un cimetière de Bamako. Le drapeau national est en berne pendant les 3 jours de deuil national.
Les attaques terroristes qui sévissent dans certaines régions du Burkina Faso risquent de priver de leur droit de vote des milliers d'habitants en fuite à cause de l'insécurité. La présidentielle et les législatives se tiennent dimanche prochain. Une crise sécuritaire pousse de nombreux Burkinabés sur les routes de l'exil. Le pays compte plus d'1 million de déplacés internes qui laissent derrière eux leurs papiers d'identité, des documents nécessaires lors du vote. Selon la commission électorale indépendante, près de 1600 villages n'ont pas pu être enregistrés pour ces élections. Démantèlement d'un camp de migrants très tôt ce mardi matin à Saint-Denis près de Paris. Plus de 2000 personnes vivaient dans ce camp formé depuis mi-août au pied du Stade de France. Cette opération d'évacuation a été encadrée par un important dispositif policier. Ces exilés ont été mis à l'abri vers différents centres d'accueil et gymnases d'Île-de-France. Toutes les personnes prises en charge feront dans un premier temps l'objet d'un test au Covid-19 dans des centres de dépistage. La France qui passe le seuil des 2 millions de cas confirmés de Covid-19 à la date du 17 novembre. Et puis 15 pays d'Asie et du Pacifique ont signé un important accord commercial à l'issue d'un sommet virtuel de l'Association des Nations du Sud-Est asiatique. L'accord commercial promu par la Chine sera le plus important du monde en termes de produits intérieurs bruts selon des analystes. L'objectif recherché, créer une gigantesque zone de libre-échange entre ces États. Il s'agit notamment de l'Indonésie, de la Thaïlande, de Singapour, de la Malaisie, des Philippines, du Vietnam, de la Birmanie, du Cambodge, de Laos, de Brunei, de la Chine, du Japon, de la Corée du Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Plus de 2 milliards d'habitants. Merci Daniel. Dans l'actualité sportive, l'équipe nationale masculine de basket qui rejoint le Rwanda dimanche dans le cadre des éliminatoires de l'Afrobasket 2021. Et puis la Coupe du monde des clubs de football reportée au mois de février 2021. L'équipe nationale de football U20 du Sénégal qui se renforce avec 4 expatriés pour les besoins du tournoi de l'UFOA. Le round-up de l'Actu Sport avec Cher Sadibou Diarra. À 3 jours du démarrage du tournoi de l'UFOA de football des joueurs âgés de moins de 20 ans à Thiès, le Sénégal affiche son ambition. Remporter le titre, seul ticket qualificatif à la CAN de la catégorie en Mauritanie au mois de mars 2021. Pour atteindre son objectif, le sélectionneur Youssoupha Dabo fait appel à 4 expatriés. Des habitués de cette sélection, les défenseurs Alpha Djonkou, les milieux John Lopi et Ibrahima Dramé et le nouveau, l'attaquant Ibrahima Mandefou, sociétaire de Lille. L'équipe nationale du Sénégal logée dans le groupe A débute la compétition ce vendredi face à la Sierra Leone. Le tournoi de l'UFOA des U20, c'est du 20 au 29 novembre prochain à Thiès. Pour l'Assemblée générale élective du Stade de Mbour, il ne reste qu'un seul candidat à la présidence. El Hadj Amadou Wade a maintenant la voie libre. L'autre concurrent, Moussa Mbaye, s'est retiré de la course. Dans un communiqué, il dénonce un manque de transparence dans le processus électoral. L'AG qui va porter El Hadj Amadou Wade à la tête du Stade de Mbour est prévu ce dimanche. En attendant, la FIFA annonce le report de la Coupe du monde des clubs de cette année. Prévu initialement en décembre, le tournoi qui va réunir les 6 champions continentaux va se dérouler du 1er au 11 février 2021 au Qatar. Du basketball pour terminer, l'équipe nationale va rejoindre Kigali au Rwanda. Les sélections U18 qui préparent activement les Afro-Basket de la catégorie en décembre en Égypte vont rallier ce pays le 28 novembre prochain. Dans l'attente des renforts, des expatriés, les Lionceaux et les Lioncelles connaissent leur rang au classement FIBA. Respectivement 5e africain, 38e mondial et 6e africain, 52e mondial. Merci cher Sadibou, c'est la fin de cette édition.